Barack Obama, encore au pouvoir pour 2 ans, mais son parti démocrate est en minorité au Congrès. Les scénarios de la fin du 2e mandat Obama, c'est le grand angle du 64 minutes. Alors avec nous sur le plateau du 64 minutes, d'abord Stuart Hogan. Bonsoir Stuart. Bonsoir. Vous êtes le représentant du Parti républicain en France. En face de vous, François Durper, qu'on connaît bien sur TV5 Monde, historien, spécialiste des États-Unis, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Le dernier en date concernant les États-Unis, une histoire des États-Unis dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Alors, un président américain forcé à la cohabitation avec un congrès hostile, c'est pas nouveau dans l'histoire des États-Unis. C'est arrivé entre autres à George W. Bush, à Bill Clinton, il y a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, le rapport de force entre les démocrates d'Obama et les républicains est très défavorable, cependant, pour le président Obama. Alors, François Durper, les 2 ans qui restent pour Barack Obama, ça risque d'être 2 ans perdus. Il y a deux scénarios. Le premier, c'est effectivement 2 ans de perdu. Tout est bloqué. Le président ne peut pas agir. Quand je dis tout est bloqué, c'est l'État fédéral, parce que les États-Unis peuvent continuer à se réformer, État par État, bien sûr. La Floride, le Texas, elle prend les lois qu'elle veut, sur l'éducation, par exemple, c'est un exemple concret. Les villes peuvent également avancer. On imagine bien que le maire de New York, il va essayer de faire passer sa réforme fiscale, Di Blasio, dans les mois qui viennent. Il va pas attendre l'État fédéral, mais l'État fédéral est bloqué. Deuxième hypothèse, la cohabitation claire, eh bien, sera plus efficace qu'une cohabitation à demi. Alors, on va y revenir sur cette efficacité. Et du coup, il ne faut pas enterrer ni Obama, ni les républicains. Alors, elle sera efficace, cette cohabitation, si le Parti républicain, et ça, je me retourne vers Stuart Hogan, joue le jeu. Quelle sera la stratégie du Parti républicain vis-à-vis d'Obama dans ces 2 dernières années ? Là, je ne sais pas, mais laissez-moi faire une observation. Oui. C'est en 2006, quand les démocrates ont pris les 2 chambres avec George Bush, la position des médias, c'est bravo, ils vont bloquer Bush. Ouais. Aujourd'hui, nous avons pris les 2 chambres et la position des médias américains, c'est il faudra que les républicains démontrent la possibilité de travailler, le compromis avec Barack Obama. Voilà, c'est encore ce soutien d'Obama par les médias. Mais les républicains sont divisés là-dessus. Là, bien sûr. C'est une question importante. C'est pas que les médias américains qui souhaitent. J'ai quand même entendu beaucoup de républicains disant c'est pas ça que je dis. Avec le ce que je dis, c'est la différence entre 2006. Les républicains sont divisés. La différence entre 2006 et 2014. C'est le média qui soutient Obama au point que les républicains. Ce monsieur-là, il va jouer un rôle important. C'est Mitch McConnell qui est le nouveau leader de la majorité républicaine au Sénat. En fait, ça va se passer beaucoup entre Obama et lui. Non, mais vous avez aussi raison. Il y a des différences dans le Parti républicain. Et ça sera à Mitch McConnell plutôt et John Boehner à essayer de monter le... Lui, il est sur quelle tendance du côté Alors, Mitch républicain ? McConnell, il était hier sur une tendance d'obstruction nette. Mitch McConnell, il est rentré en politique en 1964 pour dire que les États-Unis... Obstructionniste hier de McConnell ? Non, j'ai dit avant. D'accord. J'ai dit avant. C'est le président Johnson. Bien sûr, c'est Johnson en 64. C'était pour un petit tacle parce que souvent on dit que la classe politique américaine se renouvelle plus que la classe politique française. Lui est là quand même depuis longtemps. Je disais donc hier, il était sur quand je dis hier, c'est avant-hier, c'est-à-dire qu'avant la victoire, c'était simple, son programme, c'était Coal, Guns, Freedom. Dans son État, le Kentucky, c'était simple, le charbon, les armes et la liberté. Et contre Obama, là, tout a changé. Il vient de dire il faudrait que Obama prenne un petit peu de Reagan et un petit peu de Clinton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit, certes, il peut rester démocrate, mais il faut que ce soit un président de consensus. Et il lui tend la main. Donc vous voyez, les circonstances politiques peuvent changer un homme. Quels seraient les dossiers sur lesquels il pourrait y avoir consensus ? Au niveau national, par exemple ? En espérant qu'on va commencer avec le pipeline XL. Alors ça, c'est important. Une politique d'énergie. Ça, c'est la question d'environnement. Il faut le dire au Obama ne sait pas... C'est un oléoduc qui va du Canada au golfe du Mexique. Compte, il a laissé traîner. Je pense que il faut qu'il décide, Obama. Il faut qu'il tranche cette fois-ci, Et là, il peut y avoir une position, c'est important pour la protection de l'environnement. Pour les électeurs démocrates, il faudrait qu'ils disent non. Pour les républicains, il faudrait qu'ils disent oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais donc ça veut dire que ce sera peut-être pas... Mais c'est pas que les républicains. Il y a les démocrates qui soutiennent beaucoup. C'est transpartisan, là. Il y a des pour et des contre. On peut pas faire un pipeline à moitié. Alors peut-être qu'il va aller chercher d'autres sujets. Vous savez, LaGuardia, le maire de New York, disait qu'il n'y a pas une manière démocrate ou une manière républicaine de nettoyer nos rues.
l'ancien maire de New York, LaGuardia. Et c'est vrai, il n'y a pas une manière démocrate ou républicaine de construire des ponts. Donc les infrastructures, ça peut être un sujet. Il y a un sujet qui paraît beaucoup plus évident. Où il part, là, Barack Obama, là, dans les heures. Il part en Chine. Il part en Asie. Et il part en Asie, et on sait qu'il va essayer de faire ce traité commercial transpacifique. Et qui est pour ce traité commercial transpacifique? Les démocrates? Oui, pas les démocrates, justement. Oui. C'est-à-dire que Barack Obama était bloqué par sa majorité démocrate au Sénat. Donc là, c'est l'occasion pour lui d'avoir... Exactement. Oui. Et d'avoir... Il cherche ce qu'on appelle en anglais le fast track accord, le soutien pour le fast track pour les accords de libre-échange avec les 11 pays asiatiques, je crois. Mais de plus, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Il y a déjà 330 propositions de loi qui ont été accordées par les chambres de députés qui sont sur le bureau. L'immigration, par exemple. L'immigration, Obama voulait régulariser, il y a 11 millions de clandestins aux États-Unis, au minimum. Est-ce qu'il peut régler ce problème par décret? Est-ce que les républicains laisseraient faire? D'abord. Il peut toujours essayer. Oui. Maintenant, il vaut mieux qu'il essaye d'avoir une loi bipartisane. Et c'est toujours possible. Là aussi, sur l'immigration, c'est pas tranché républicain d'un côté, démocrate de l'autre. Je vous rappelle que George W. Bush avait été bloqué par qui? Par les républicains. Lui, il voulait faire une sorte de loi, si vous voulez, qui régularisait, mais surtout qui crée vraiment un statut, qui permette notamment aux gens de pouvoir repartir au Mexique et revenir aux États-Unis, parce qu'on crée de la clandestinité en ayant une vision très uniquement policière et ferme de la question. Bush a été bloqué, donc Barack Obama, il peut aller chercher. Il faut savoir que il y a plutôt, mais non, il peut essayer par décret, mais il peut surtout essayer de se dire les démocrates, les républicains, de ne pas donner les fonds pour qu'ils le fassent, pour bloquer au niveau de budget. Un dossier qui est important aussi, c'est la réforme de santé, qui est un des actifs à mettre pour Obama sur ces 2 mandats. Est-ce que les républicains, Stuart Hogan, pourraient essayer de détricoter, de détruire cet Obamacare? Ce que je pense serait il y a beaucoup des gens qui viennent d'être élus, qui ont promis un effort de repeal de ce loi d'Obamacare. De en tout cas. Au moins et je pense qu'ils vont faire un effort. Mais là, ça va pas passer. Ça risque de ne pas même passer le Sénat, mais en même temps, Obama va bloquer. Vous pensez que la loi sur la réforme de la santé, et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est couper des petits morceaux et ne pas autoriser les fonds pour les mettre en place. Voilà. Et là, ça mettrait en position Obama à dire je mets le veto. Voilà, et ça lui position comme l'obstructionniste dans la situation. Il n'y a pas 67 sénateurs républicains, donc on ne peut pas passer par-delà le veto présidentiel. Donc ça veut dire que la bonne nouvelle dans ces mauvaises nouvelles pour Barack Obama, c'est qu'Obamacare est sauvé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bilan historique, on va dire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va sortir de l'histoire sans, si vous voulez, uniquement être le premier président noir. Et là, ça serait que symbolique. Il y aura aussi une grande réforme de la santé. On peut être contre, les républicains sont contre. Faut pas oublier, il y a 60% des Américains, peut-être pas 60, mais presque 60% des Américains qui s'opposent à Obamacare. Et il y a déjà 28 des sénateurs qui ont voté pour Obamacare, qui ne sont plus dans le gouvernement, Ils ont perdu déjà. C'est peut-être ceux qui n'ont pas besoin de cette loi pour assurer leur propre santé, leur système. Cela dit, même les républicains disent on n'est pas d'accord avec Obamacare, mais là-dessus, il a été courageux, il a fait passer sa loi. On est sur une chaîne internationale, il y a aussi des dossiers internationaux importants. Par exemple, les négociations sur l'accord nucléaire avec l'Iran. On est tout près de la date. Je crois que c'est le 24 novembre que les négociateurs doivent trouver un accord avec les Iraniens. Est-ce que le fait qu'Obama soit en minorité au Congrès va jouer dans quel sens? Que veulent les républicains en la matière? D'abord, qu'ils n'essaient pas de nous dépasser, qu'ils suivent les règles. Et que tout ce qui ressemble à un traité international, ça passe par le Sénat pour la confirmation. Ce qu'ils vont essayer de faire, je pense, c'est quelque chose un peu bizarre pour contourner
la volonté de Sénat. Là, il faut bien prendre en compte que le 24 novembre, le prochain congrès ne sera pas encore, ça sera celui-ci. Ouais. Donc ça veut dire que là, il n'y a même pas besoin de passer par des arguties. On va attendre le début janvier pour avoir le nouveau congrès. Ce sont les institutions américaines qui sont comme ça. Et donc sur ce sujet, comme d'autres sujets en politique étrangère, faut voir que c'est aussi là-dessus que Barack Obama a perdu. Et en particulier en termes de leadership. Justement, il nous reste quelques minutes. Pourquoi, en fait, Barack Obama a perdu ces élections? C'est quoi? Il y a une usure du pouvoir, il y a le fait que ce soit un président noir, il y a quand même aussi cette dimension peut-être raciste qui existe toujours dans une partie de l'électorat. Quelle est votre explication sur l'échec? Il ne faut pas imaginer que ça soit raciste. Il ne faut pas oublier l'explication principale, mais il faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y avait un taux de soutien de 70%. Aujourd'hui, c'est en dessous de 40%. C'est-à-dire que 32% des Américains sont devenus... En France, c'est 13%, donc il serait très heureux d'avoir 40%. De toute façon, oui, exact. Mais on pourrait pas dire que 30% des Américains sont devenus racistes pendant 2 ans. C'était une des explications. Oui, non, mais ça tient pas la route. Ce que je dirais, c'est que c'est une répudiation complète de politique Obama et de plus le manque de leadership d'Obama. Votre explication, François Durper, sur cet échec? Il y a un paradoxe Obama extraordinaire. Vous avez vu les chiffres aujourd'hui du chômage? Oui. L'Amérique est à 5,8% de chômeurs, 214 000 emplois créés en octobre. Sur les 6 derniers mois, on n'avait pas vu ça depuis 2003. Donc on a à la fois un capital, ça veut dire que les Américains disent il y a un capital économique qui est très fort et un capital politique. Mais là, vous mettez la barre sur le niveau économie française. Franchement, les Américains ne se sentent pas à l'aise économiquement. D'accord, parce que effectivement, il y a l'économie réelle. Il y a aussi le fait que les salaires et notamment tous ceux qui ont voté Barack Obama, eh bien, ne se sont pas déplacés parce que effectivement, eux ont vu leur salaire diminuer. Mais il y a quand même, il faut le dire, cet écart entre le economical capital et political capital. Et attention, ça veut dire que c'est ce qu'il peut faire dans les mois qui viennent. Il peut continuer à avancer avec les républicains sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler du traité transpacifique et du commerce. Il y a quand même des bons résultats économiques, comme vient de le rappeler François Durper. Par rapport à ce qu'on attend aux États-Unis, on devrait avoir un taux de croissance entre 4 et 5%. Le taux de participation en fait, les gens qui travaillent, c'est un niveau historiquement bas. On a baissé plusieurs fois. C'est-à-dire que même on mesure aux États-Unis le taux de chômage par rapport aux gens qui cherchent du boulot. Aujourd'hui, il y a un tas de monde qui ont quitté leur recherche, qui ont été découragés. Ils sont plus dans les statistiques. Ils sont découragés. Aujourd'hui, on a vu 214 000 boulots créés, mais le taux de chômage n'a pas baissé. Pourquoi? Car les gens ont commencé à rentrer de nouveau dans le marché du boulot. Et ça va nous tenir à 6%. Oui, voilà. En un mot, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'Hillary Clinton va probablement annoncer sa candidature. Elle attendra le mois de janvier pour le faire, mais il y a déjà des super PAC qui sont en travail ce sera pour financer. C'est ce qui veut dire que les Américains ont déjà les yeux tournés vers 2016. Et le Parti démocrate, il ne va pas en faire. Hillary, c'est le grand perdant de l'affaire. Ce serait pour un autre débat. On aura le temps d'en reparler d'Hillary Clinton.